Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale consacrée au conflit en Ukraine, 10e jour de l'offensive sur l'Ukraine, bientôt 20 jours de combat avec une effervescence diplomatique mais également militaire ininterrompue sur le terrain. Le monde garde les yeux rivés sur l'Ukraine qui happe l'attention du monde mais aussi suscite l'intérêt. La visioconférence entamée hier entre les deux belligérants se poursuit mais ne tranche pas. Kiev pose des conditions. Moscou fait de même. Moscou exige par ailleurs, et sur le dossier nucléaire iranien, que ses intérêts ne soient pas touchés. La crise commence à voir le ring des combats s'élargir en dehors de la géographie ukrainienne. Le Washington Post pointe du doigt la Chine et l'accuse de fournir la Russie en armes. Comment faut-il décrypter ces déclarations? À quoi riment ces accusations? Que veulent les États-Unis? Et surtout, comment l'Iran va-t-il se positionner avec les préalables le russe? Voilà toutes ces questions que nous allons aujourd'hui débattre avec nos invités. L'un sera par Skype et c'est monsieur Gilles Devers. Il est avocat au barreau de Lyon. Monsieur Gilles Devers, bonjour. Bonjour. Bonsoir, si vous souhaitez. Et nous aurons également par téléphone Monsieur Thierry Coville, chercheur et expert ou spécialiste de l'Iran. Monsieur Thierry Coville, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, pour commencer, nous allons d'abord commencer par ce volet négociation. Depuis hier, une visioconférence qui regroupe les deux belligérants, ukrainiens et russes, pour essayer de deviser sur quelle serait la sortie de la crise. Bien sûr, Kiev impose des conditions. Les deux conditions principales seraient donc un cessez-le-feu, mais également le retrait des troupes russes de la capitale Kiev. Moscou, bien sûr, revient sur ses positions. Elle n'a pas changé. Donc, ce serait une neutralité de Kiev ou de l'Ukraine, mais également les respects des accords de Minsk. Selon vous, quelle sera la nouveauté que pourra proposer ce énième round de négociations? Monsieur Thierry Coville. Écoutez, moi, je suis plutôt spécialiste de l'Iran, donc je préfère. Oui, alors je me tourne. Oui, alors oui. On vous réserve pour le volet nucléaire. Voilà, Monsieur Gilles Devers ou Maître Gilles Devers, quelles seraient dans ces conditions les sorties qui pourraient être proposées, sorties de crise bien sûr, pour ce énième round de négociations? Par visioconférence, bien sûr, Monsieur Gilles Devers. Oui, bien, écoutez, il y a des négociations sont en cours et elles sont par hypothèse secrète. Et par ailleurs, il y a un conflit lourd avec des informations que vous cherchez à décrypter, mais qui ne sont pas simples non plus. Donc, on doit évidemment avoir un premier élément qui est une réserve. Maintenant, sur la position russe, je crois qu'elle est quand même bien connue et depuis très longtemps. C'est la question de la neutralité, on a appelé de la finlandalisation de l'Ukraine. Donc évidemment, l'Ukraine n'est pas la Finlande et ce qui peut se passer pour un État n'est pas conciliable pour un autre. Oui. Mais en bout de course, le danger est ici, le nœud est ici, et dans le fameux discours du président Poutine, qui a été diffusé, qui est disponible sur le site et qui a été transféré en tant que tel à l'ONU, qui est donc un document officiel maintenant, eh bien, il manifeste très clairement la position qui est une position de défense de la Russie. Voilà, donc le territoire appelé à une certaine neutralité et puis je crois aussi, on peut le dire, la fin ou tourner la page d'une part d'errance ou de provocation occidentale qui conduit, qui ont créé le contexte. L'ancien ministre Védrine dit on a créé un diable, donc maintenant c'est le diable. Voilà, je ne sais pas si c'est le diable, mais en tout cas on a beaucoup contribué à créer cette situation.
Et le fait de dire en 2008 que l'Ukraine avait sa place naturelle dans l'OTAN, c'était quand même pas très très fortiche, surtout quand il y avait rien à donner ensuite. Quand on fait un accord d'association, qu'on travaille sur le sujet entre l'Union européenne et la Pologne, c'est évidemment quelque chose qui est ressenti de manière très négative. Et il y a tous les efforts qui ont été faits par la diplomatie russe, qui étaient de trouver, de participer à un dialogue constructif sur ces sujets. Eh bien, ça n'a pas été fait dans les temps. Est-ce que ça peut l'être maintenant? Est-ce que l'opération militaire complique ou est-ce que l'opération militaire peut redistribuer les cartes? L'avenir le dira. Mais Oui. sur la ligne de Monsieur fond, Gilles je crois que Devers. chacun sait à quoi s'en tenir, c'est-à-dire le retrait de l'OTAN et une forme de neutralisation de l'État ukrainien. Voilà. Alors, ceci pour ce qui concerne donc les préalables russes. Et les préalables russes, on les a vus depuis le début et elles n'ont pas changé. Ce sont toujours les mêmes conditions. Au fait, ce qui pose leur problème, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que l'Ukraine va accepter? Alors, avec cette visioconférence concernant ces négociations, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il peut-être il pourrait y avoir un assouplissement dans la position ukrainienne? Est-ce que si ces revendications ou ces conditions sont exaucées par les Russes, à savoir un retrait de Kiev et peut-être un cessez-le-feu, est-ce que vous pensez que l'Ukraine va rendre l'appareil? Est-ce qu'aujourd'hui la balle n'est pas dans le camp de l'Ukraine? Tout ceci est vraiment très compliqué Oui. et c'est difficile d'en parler au moment des événements. Ça sera plus facile d'en parler dans quelques temps, Oui, évidemment, mais ça n'empêche pas d'essayer d'analyser. Et il y a quelque chose qui est du côté de l'Ukraine, mais je dirais plus globalement du côté occidental et avec un court terme et puis aussi une vision certainement à plus long terme. C'est-à-dire que si on regarde une carte de géographie, ben la Russie sera le voisin de l'Europe pendant longtemps. En disant ça, c'est pas une considération politique, c'est une considération géographique. Donc, quelle est la position quelle est la politique de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie? Est-ce que l'idée c'est de tout casser, de tout braquer pour jeter la Russie dans un rapprochement avec la Chine? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'histoires communes pour trouver, même quelles soient les difficultés, les moyens d'une discussion? Je pense que on peut pas trop charger les dirigeants ukrainiens de mon point de vue, parce que s'ils ont effectivement une responsabilité, c'est un État souverain, et on a encore des déclarations du mois de janvier avec Monsieur Stoltenberg sur une prochaine arrivée à l'OTAN qui maintenant évidemment paraissent bien décalées, mais si on ne peut pas écarter le rôle et le poids réel des dirigeants de l'Ukraine. Il y a également une posture occidentale et des dirigeants européens en particulier qui est pour le moment sur une intransigeance qui conduit à une cassure. Or, le construire, envisager l'Europe en mettant comme un mur et puis la Russie jetée de l'autre côté, ça ne peut pas être réaliste et ce serait simplement le début de nouveaux soucis. Donc, qui est dans le tour de table est en position de rappeler ces éléments basiques et de ramener à une discussion sur un véritable avenir en fonction des zones d'influence, en fonction de la puissance des pays et en tenant compte du fait que certainement que intégrer à l'OTAN une vingtaine de pays avec tous une base militaire virée sur orientée sur la Russie n'était pas le bon moyen de préparer les choses. Donc moi je dis très clairement qu'en droit international, la guerre que fait la Russie à l'Ukraine, elle est illégale. Je crois que tout le monde le dit. Hein, c'est une chose, c'est une violation du droit. Oui. Mais une fois qu'on a dit ça, eh bien, il y a quand même des causes profondes qui sont à analyser et l'Europe doit trouver un avenir commun avec la Russie. Si Oui. on rêve d'une séparation, de punition, de cassure, on ne va pas aller loin.
Oui, alors il y a un nouvel acteur qui est rentré en jeu, qui est donc la Chine. Il y a 2 jours de cela, la Chine avait donc proposé sa médiation pour un petit peu détendre ou apaiser ce conflit. Aujourd'hui, la Chine est pointée du doigt par le Washington Post d'avoir fourni ou de fournir des armes, voire des avions et de la logistique à la Russie. Alors, que vaut cette accusation quelque part? Est-ce qu'elle est vraisemblable, selon vous, Monsieur Gilles Écoutez, Devers? elle a été démentie. Oui, Bon, donc, absolument. mais il y a beaucoup d'informations et beaucoup de démentis. Et là encore, on verra comment les informations se décantent. Est-ce que c'est une Maintenant, guerre de communiqué qui se poursuit? oui, maintenant, il est tout à fait clair qu'un État souverain a la possibilité de demander une assistance. Et c'est d'ailleurs ce que fait l'Ukraine depuis le début avec des livraisons d'armes. Hmm. Voilà, mais on voit que les livraisons d'armes restent quand même assez limitées, vu que quand la Pologne a dit on peut transférer des avions, la Russie a dit attendez, vous passez à autre chose ici, et que les livraisons d'armes ne se sont pas accompagnées d'opérations militaires au sol. Donc un État est souverain, il peut demander dans le cadre de traités d'assistance une assistance militaire. Je crois que c'est une donnée un peu que je qualifierais même de secondaire par rapport aux réalités profondes de l'enjeu. Je pense que quand on élargit le champ de vision et qu'on voit d'où viennent les réactions qui approuvent et d'où viennent les réactions qui désapprouvent, c'est vrai qu'il y a un camp qui est entièrement désapprobateur, qui est l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, et que des parties entières en Afrique, mais également toute l'Asie pratiquement, restent au moins sur la réserve. La Chine n'a pas dit oui, c'est une opération, on la condamne, elle reste prudente, mais elle n'est pas pas du tout sur la même option. Les opinions publiques encore moins. Donc chacun doit tenir compte de ces réalités, chacun doit tenir compte du fait que nous devons trouver les moyens de vivre ensemble sur la planète, que les grands pays ont des zones d'influence et que ces zones d'influence qui peuvent avoir des conséquences violentes, même parfois jugées insupportables. Je pense évidemment aux civils qui sont sous les bombes actuellement. C'est le rôle de la diplomatie, même au milieu de la guerre, de retrouver les bons équilibres. Mais en l'état actuel, il faut être resté logique, c'est-à-dire que si vous serrez absolument la Russie de tout point de vue, notamment sur le plan économique, pour l'amener à commercer et à retrouver des services, notamment bancaires, avec la Chine, eh bien, vous redessinez une carte géopolitique du monde qui donne à ce conflit avec l'Ukraine une dimension qui n'était absolument pas nécessaire au départ. Oui, Donc la Chine est peut-être, je dis pas la grande gagnante, mais en tout cas au point de vue diplomatique, elle voit quand même mais notre interlocuteur en parlera mieux, des États qui, sans que ce oui, soit une OTAN bis, d'autant se mettent quand même avec une certaine convergence. Mais regardons le poids des acteurs quand il s'appelle la Russie, quand il s'appelle l'Inde qui reste très en réserve, quand il s'appelle le Pakistan c'est 230 millions d'habitants, les États-Unis c'est 320, donc il faut prendre en compte ces États, et la Chine qui garde une grosse position de réserve. Voilà. oui. Et l'hostilité manifestée, on peut même dire des provocations, et les rendez-vous manqués avec la Russie ces dernières années laissent des additions à payer et des négociations très difficiles. Vous savez, je donnerai Absolument. simplement Oui. un petit Alors, exemple. oui, Oui. Monsieur Gilles Devers, merci. Je me tourne vers Monsieur Thierry Queville. Je ne sais pas si vous avez envie peut-être de réagir effectivement à ces déclarations et ces accusations du Washington Post concernant la Chine et ce qu'elle serait donc accusée d'armer les Russes. J'allais dire, est-ce que c'est vraisemblable? Est-ce qu'aujourd'hui la Chine est en droit de prendre position? Monsieur Thierry Queville, vous souhaitez peut-être réagir? Comme ça dit, on est dans un monde très compliqué. Oui. Moi, j'ai déjà du mal à comprendre ce qui se passe en Iran, donc j'évite toujours Alors je vous garde pour le volet du nucléaire justement, et nous allons y venir dans un instant. Je me tourne vers vous, mais avant de revenir vers vous, Monsieur Gilles Devers, j'aimerais qu'on écoute un petit peu les déclarations du président, donc qui est le président chinois,
qui va donc nous faire une déclaration concernant justement, c'est le porte-parole de la présidence des ministres des Affaires étrangères, plus précisément chinois, qui revient sur ces accusations. On l'écoute. Récemment, les États-Unis ont diffusé une série de fausses nouvelles visant la Chine sur la question de l'Ukraine, avec des intentions malveillantes. La position de la Chine sur la question de l'Ukraine a été claire et cohérente. Voilà, donc Monsieur Gilles Devers, vous venez de l'entendre avec nous. Ce fut une déclaration courte, certes, mais poignante, puisque de toute façon, il veut absolument ne pas prendre cette position hostile, mais rester, je dirais, à équidistance, de façon à ce qu'on apaise les uns et les autres, à savoir et les Russes et les Ukrainiens, mais également les accusations américaines. Aujourd'hui, la Chine avait confirmé qu'effectivement, il existe ou il a existé des laboratoires d'armes biologiques, ce qui n'a pas été du tout du goût des Américains, encore moins de l'OTAN et encore moins de l'Union européenne. Alors, comment peut-on interpréter ce genre de déclaration et quelle est la portée de ce genre de confirmation aujourd'hui ? Oui, on aimerait bien pouvoir vous répondre très précisément, mais quelle lecture peut-on en faire? Oui, la base matérielle de l'information est là. Je suis obligé d'être un avocat et d'habitué à travailler avec des preuves et on a quand même des précédents qui sont terribles sur ces questions. Donc, il faut mieux, je crois, laisser un peu décanter pour voir la situation. Moi, ce qui me semble quand même qui est tout à fait clair, c'est que la Chine, comme d'autres très grands pays de la puissance du secteur, garde une réserve profonde parce que un pays qui passe l'armée étrangère, qui passe la frontière pour se rendre sur un État étranger, pour une énorme opération militaire à renverser le pouvoir, on est dans des données que le droit international rejette. Donc, il faut absolument comprendre que le point de vue de la Chine, le point de vue de l'Inde, le point de vue du Pakistan et d'autres se tiennent nécessairement en retrait de cette opération sur le principe même. Ensuite, eh bien, quelles sont les données? Les données, c'est que la paix se construit entre des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. La paix se construit après des événements qui sont dramatiques. Et nous verrons bien ce qu'il en est de ces armes, de la manière dont elles peuvent être utilisées ou non. Peut-être une dimension à apporter, c'est qu'on entend beaucoup ces jours-ci, c'est cette question du double standard, à savoir que ce n'est plus accepté, certaines choses ne sont plus acceptées. Bon, donc je vais pas faire des comparaisons trop nombreuses, mais on voit en 5 minutes, en 5 jours, en tout cas, le procureur de la Cour pénale internationale qui dit qu'il va lancer des mandats d'arrêt, une procédure qui était en plan depuis 2 ans, ça y est, qui est réactivée, des appels à boycotter les musiciens. Bon, et on sait que ça va toucher même jusqu'à la culture, oui, le monde. Et oui, pour d'autres régions du monde, un joueur de foot algérien qui avait pris position en disant moi je joue pas dans ces conditions a été sanctionné. Donc ces dimensions-là sont également partie prenante du débat, c'est-à-dire qu'il y a les victimes actuellement, il y a les civils qui sont sous les bombes et ça appelle notre considération à tous, c'est absolument évident et on sait que les bilans sont lourds comme dans toute opération militaire, mais il faut avoir aussi à l'esprit que tout ça se joue sur une autre carte avec des dimensions fondamentales et le fait de pouvoir poser comme principe que un État ne peut pas annexer un territoire. Je peux vous dire que ça parle beaucoup aux Palestiniens qui ne peuvent plus aller à Jérusalem-Est. Oui, absolument. Donc voilà, Monsieur Thierry Queville, je me tourne vers vous. Enfin, on va parler de ce dossier nucléaire. Alors, ce dossier nucléaire, volte-face ou rebondissement, la Russie exige désormais que soit mentionné lors du nouveau document, donc je cite, que ses relations commerciales, économiques et financières soient exemptes du régime des sanctions occidentales qui la
frappe en raison de l'intervention ou de l'opération en Ukraine. Alors, selon vous, comment ou quel impact cela va avoir sur le cours des négociations sur le dossier nucléaire qui est apparemment intimement lié à la question ukrainienne, Monsieur Thierry Coville? Si on revient à l'historique récent, moi je me rappelle bien, j'essaye de suivre ces négociations, on parlait d'un accord, donc il y a un peu plus d'une semaine, qui interviendrait dans 1 ou 2 jours. Oui, oui, absolument. Donc il semblait que le texte final était sur la table. Oui, absolument. Et tout d'un coup, effectivement, alors je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères russe qui a fait cette déclaration, qui a dit non, mais on veut que dans l'accord lui-même soit inscrit une garantie, donc c'est pas rien, une garantie dans l'accord que effectivement la Russie pourra développer ses opérations commerciales et militaires avec l'Iran en dépit des sanctions qui sont actuellement votées. Et en fait, pour ça a tout bloqué. Donc depuis en fait, les négociations sont arrêtées. Les Iraniens ont demandé quand même des explications aux Russes. Je crois que demain, le ministre des Affaires étrangères iranien va à Moscou. Il y a eu déjà une conversation avec eux. Demain, oui, effectivement. Je pense que tout est bloqué par rapport à ça, parce que c'est quasiment impossible d'accepter. Si vous voulez, c'était déjà assez compliqué d'arriver à un accord. Donc finalement, la demande russe bloque tout, pour répondre à votre question. Oui. Alors, Monsieur Thierry Coville, il y a quand même quelques jours avant que donc l'opération russe en Ukraine ne soit déclenchée, et puis même après, c'est-à-dire au début, il y avait quand même des signes d'assouplissement de la part des États-Unis, qui peut-être allaient revoir leurs sanctions et puis donner des garanties par écrit à l'Iran qu'il avait exigées pour ne pas rester que dans des promesses verbales. Aujourd'hui, l'exigence de la Russie risque-t-elle de faire tout capoter? Oui, alors c'est une bonne question. Alors effectivement, alors c'est vrai que les négociations sur le nucléaire, pour bien expliquer, elles ont lieu entre les 4 pays plus 1, on va dire les 5 pays qui sont restés dans l'accord. Ok, donc il y a les 3 pays européens, Angleterre, Allemagne, France, plus la Chine et la Russie. Ok, donc ça fait 5 pays. Plus l'Iran, plus les États-Unis qui sont sortis dans l'accord de mai 2018. Alors effectivement, les négociations ont surtout lieu entre l'Iran et les États-Unis parce que, c'est les États-Unis qui ont réimposé des sanctions à partir de mai 2018 qui écrasent l'économie iranienne. Donc le deal, en fait, il est assez clair, c'est que l'Iran accepte de revenir, d'arrêter, parce qu'ils ont commencé à sortir de l'accord de 2015 à partir de mi-2019. Donc d'un côté, l'Iran devrait accepter de revenir à les situations qui existaient quand l'accord, avant que Trump sorte de l'accord en mai 2018. Et effectivement, en contrepartie, les États-Unis leveraient toutes les sanctions qui ont été réimposées en 2018. Et on n'était pas loin de ça. Je crois que tout le monde était quasiment d'accord. Et pour répondre à votre question, effectivement, je pense que la Russie a essayé de lier la crise ukrainienne, on va dire cette bonne guerre quelque part, à cette négociation en disant, écoutez, en gros, je veux obtenir des avantages et il n'y aura pas d'accord tant que vous n'avez pas répondu à cette question. Donc il y a une tentative, on va dire russe, de lier la crise ukrainienne à la négociation de cet accord. Mais effectivement, il y avait alors c'est difficile de parler de rapprochement parce que le gouvernement iranien est fondamentalement anti-américain, mais il y avait un assouplissement, il y avait plus de réalisme de chaque côté. Et en plus, il y a une nouvelle variable qui rentre en jeu. Je pense que les Américains seraient très contents que le pétrole iranien et éventuellement le gaz plus tard, reviennent sur le marché dans le contexte d'un embargo pétrolier et gazier contre la Russie. Justement, M. Thierry Coville... Si l'Iran revient dans l'accord, il y aurait 1 million de barils par jour, un peu plus sur le marché. Oui. Donc ce ne serait pas négligeable s'il y a des sanctions. Justement, c'est une première, vous faites bien de le dire. Il y avait quand même un assouplissement ou un allègement des sanctions qui étaient donc américaines, qui allaient venir. Est-ce que quelque part, les États-Unis n'étaient pas en train de préparer cette alternative iranienne au cas où? Voilà, écoutez, oui, alors il ne faut pas rester. Est-ce qu'ils savaient, c'est vrai qu'ils se doutaient qu'il allait y avoir semble-t-il, beaucoup plus que les Européens, qu'il allait y avoir une attaque russe contre l'Ukraine. Mais ça, c'est difficile à savoir. Ouais, en tout cas, c'est clair que, pour vous répondre, je pense que c'est clair que, cet accord, il est important parce que c'est quand même la défense du traité de non-prolifération. C'est quand même la garantie que l'Iran n'ait pas la bombe atomique. Mais deuxièmement, cet accord est d'autant plus important avec la crise ukrainienne. C'est aussi
le retour d'un géant de l'énergie, parce que l'Iran, je crois que c'est les 4e réserves mondiales de pétrole et les 2e réserves mondiales de gaz, qui ferait beaucoup de bien à l'économie mondiale si jamais on parle de plus en plus d'un embargo sur le gaz et le pétrole russe. Alors, franchement parlant, est-ce que aujourd'hui, si sanctions n'étaient plus là, si les sanctions n'étaient plus là, elles étaient levées, si on arrive aussi à, disons, répondre aux exigences des Russes, est-ce que l'Iran pourrait constituer cette alternative vers laquelle tous les yeux sont rivés, et y compris donc les yeux des Européens? Écoutez, pour le pétrole, c'est pas très compliqué pour l'Iran. L'Iran, je crois qu'ils sont, d'après les derniers, ils ont un peu réaugmenté leurs exportations de pétrole à destination de la Chine, justement. Donc, ils sont à 1 million de barils par jour d'exportation. Ils peuvent assez facilement passer à 2 millions de barils parce que, bon, dans ce cas-là, c'est pas trop compliqué. La grande question, c'est le gaz. L'exportation de gaz que l'Iran on va dire, a manqué pour un certain nombre de raisons, en partie à cause des sanctions, le développement des exportations de gaz naturel liquide. Éventuellement, l'autre possibilité, c'est de construire des gazoducs. Bon, tout ça, ça prend du temps. Donc, c'est en grande discussion actuellement en Iran. Effectivement, un certain nombre d'Iraniens voient une opportunité avec la crise actuelle pour faire que l'Iran devienne un véritable exportateur de gaz. Mais alors là, ça va pas se faire dans les prochains mois. Oui, c'est pas de sitôt. Alors, je vous ferai donc écouter ce que, je le reprends, le porte-parole iranien qui sera donc demain avec le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian. Il a dit que les positions de la Russie lors des pourparlers de Vienne au cours des 11 derniers mois étaient, je le cite, les plus constructives, les plus proches de l'Iran et les plus favorables à celui-ci. Alors, la position iranienne dans tout ça? C'est compliqué. Je pense que effectivement, la Russie et la Chine sont des alliés stratégiques de la République islamique d'Iran. La Chine achète un gros acheteur de pétrole, et le seul pays qui a résisté aux sanctions américaines, qui a continué à acheter du pétrole, l'Iran. Et la Russie, il y a, comme vous le savez sans doute, une coopération militaire avec l'Iran en Syrie. Il y a des intérêts communs qui sont notamment, on va dire, l'anti-américanisme. Et effectivement, la Russie a joué finalement un rôle, était toujours très proche de l'Iran dans les négociations sur le nucléaire iranien. On a toujours dit qu'il fallait régler cette crise par la diplomatie. Bon, d'un autre côté, il y a un certain malaise en Iran, qui va pas être dit officiellement. Bon, par exemple, l'Iran a été, vous savez, dans le vote aux Nations Unies de tous les pays, l'Iran a été neutre pour ne dire, ils n'ont pas condamné, l'attaque russe, mais ils l'ont pas approuvé non plus. Oui. Donc ils sont mal à l'aise. Au début, si vous voulez, il y a un grand débat. On va dire les courants les plus modérés en Iran trouvent que c'est injustifiable le soutien à ce qui se passe en Russie. D'autant plus que l'Iran est très sensible. Si on regarde ce qui se passe en Ukraine, c'est quand même le soutien de la Russie à des minorités linguistiques en Ukraine. En Iran, ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Comme vous le savez sans doute, ils ont la grande peur de l'Iran, c'est effectivement que des pays étrangers soutiennent les minorités, on va dire, linguistiques kurdes ou Baloutchistan, éventuellement arabes. Donc, ils sont très partagés par rapport à cette crise. Mais il y a comme on dit, il y a la réelle diplomatie. Donc, ils veulent arriver à un accord. La Russie est un allié stratégique, comme je vous l'ai dit. Donc, je pense qu'ils vont essayer de régler cette question par la diplomatie. Oui. Alors, M. Thierry-Coville, je vais dire, hier, l'Iran était un pays, disons, dans la malédiction, qui n'était pas du tout dans le cercle des aimés de l'Europe et encore moins des États-Unis. Aujourd'hui, on remarque que le retour sur la scène, que l'Ukraine a contribué un petit peu au retour sur la scène de l'Iran, qui est plus ou moins convoité par les États-Unis, qui est également convoité par les Russes. Apparemment, cela ne semble pas du tout déranger les Iraniens, cette position. C'est pas aussi simple que ça. Actuellement, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut expliquer, c'est que le courant qui gouverne en Iran, qui domine le Parlement et la présidence, c'est vraiment les plus radicaux. Et il y a un débat chez eux, on le sait. Bon, il y a par exemple quelques semaines, le guide a dit lui-même, s'il faut discuter directement avec les États-Unis,
nous on est prêts. C'était quand même la première fois que le guide, qui est plutôt un radical, dit qu'on est prêt à discuter directement avec les États-Unis. Chez les radicaux eux-mêmes, il y en a beaucoup qui sont complètement contre, qui disent OK, éventuellement on négocie pour cet accord sur le nucléaire, mais notre politique va rester fondamentalement anti-américaine. D'ailleurs, on peut penser que, je ne sais pas si vous avez vu l'attaque par des missiles iraniens contre le centre israélien au Kurdistan. C'est aussi, ça vient des passes d'Aran, c'est aussi le signe que dans les dirigeants iraniens, il y a des gens qui disent OK, les États-Unis reviennent dans l'accord sur le nucléaire, mais ne pensez pas que notre politique, notamment dans la région vis-à-vis des États-Unis, va changer. Donc je pense qu'il y a une partie des radicaux en Iran qui disent c'est un deal, quoi. Hein, les États-Unis reviennent dans l'accord, mais on va rester partisans du fait que les États-Unis, par exemple, la grande question, l'objectif iranien, c'est que les États-Unis quittent la région militairement. Oui. Monsieur Gilles Devers, vous souhaitez peut-être réagir à tout ce qu'on vient de dire. Et donc, dans ces cas-là, comme je disais à monsieur Thierry Coville, l'Iran ne semble pas du tout gêné par tout l'intérêt que lui porte Moscou aujourd'hui, surtout par les propositions de Moscou. C'est-à-dire, en d'autres termes, n'eût été les sanctions qu'elle risque de la part des États-Unis, j'aurais dit qu'elle aurait accepté le plus normalement du monde. Ou voyez-vous les choses autrement? Non, nous avons la chance d'avoir un grand connaisseur des questions iraniennes au jour le jour. C'est pour ça que je souhaitais vous dire si vous le souhaitez. Donc, comme on dit, respect, voilà. Mais c'est vrai que enfermer l'Iran dans la caricature du diable mondial, maintenant il y a un autre diable qui est en train de prendre la place. Et qu'est-ce que l'on progresse avec cela? Moi, j'élargirais un peu aussi en disant ça pose finalement la question de ces sanctions. Être sanctionné par un tribunal après un procès, on peut en parler, mais être sanctionné par des autorités politiques avec des mesures qui frappent les peuples et qui ont toutes sortes d'effets indirects que personne ne mesure, je crois qu'il faudrait quand même être très prudent. Et de tout ce que j'ai su, des contacts que l'on peut avoir en Iran, il est temps que les mesures de sanctions soient levées, parce que c'est quand même très difficile pour la population. Et j'espère que les sanctions ne seront pas, qu'il n'en ressortira pas que les sanctions sont finalement un moyen d'arriver à la négociation. La négociation doit se faire avec des gens responsables qui ont des gros enjeux très lourds, mais ça a toujours été de tous les temps. Et comme on voit ces jours-ci, cette mise en avant, cette effervescence, cette surenchère sur les sanctions et sanctions personnelles et tous azimuts nous emmène dans des dérives. Alors, je dirais, au fait, on est en train d'assister à une formation d'un bloc qui est en train d'émerger petit à petit, mais qui pointe bien du nez, celui de la Chine, de l'Iran, bientôt peut-être de l'Inde, même si elle ne se positionne pas tout à fait. Donc, c'est un monde où on est en train d'envoyer un message, peut-être aux États-Unis, peut-être au monde occidental, aussi l'Europe, qu'il y a quand même d'autres gens qui pensent autrement. Oui, j'avais évoqué tout à l'heure la question du double standard. Elle est présente dans l'esprit de toutes ces personnes. C'est-à-dire que quand les États-Unis attaquent l'Irak sans mandat de l'ONU et sur la base de ces fausses déclarations, ces mensonges, d'armes de destruction massive, c'est qu'il reste des événements dramatiques au niveau quelle confiance on peut leur faire. On est dans une dérive, si vous voulez, on voit le double standard. Où est la frontière entre les États-Unis et l'Irak? C'est une frontière qui est quand même pas évidente à trouver. Les attentats de septembre 2001 sont le fait d'Al-Qaïda, et c'est le régime des talibans, et c'est le peuple afghan qui est frappé. Je ne veux pas ouvrir le dossier de Palestine ni celui du Sahara occidental, mais quand même sur le Sahara occidental, quand en 1975 le Maroc envoie 300 000 soldats vis-à-vis d'une population civile très peu nombreuse, et alors qu'il vient de perdre devant la Cour de justice qui lui a dit que le Sahara n'appartient pas au Maroc, il n'est pas de sa souveraineté, qu'est-ce qu'il y a à l'époque? Il n'y a rien, quoi. Donc je ne sais pas quelle sera la force de cette alliance. C'est vrai qu'on voit quand même, la carte est parlante pour dire que des blocs entiers ne suivent pas, mais peut-être est-ce que paradoxalement, il faut toujours garder l'optimisme, paradoxalement les événements font que des règles
qui étaient bafoués ici ou là reprennent une actualité. Le fait d'envoyer son armée sur un autre territoire, le fait de conquérir un territoire par la force armée, le fait de faire une guerre pour vouloir changer un régime politique, tout ça, en première intention, reste des opérations militaires qui sont illégales, avec le risque de commettre des crimes de guerre. Et puis derrière, eh bien, on voit apparaître la grande diplomatie. Voilà. Donc ça, c'est une lecture des événements que l'on fait, mais je vois quand même que l'intransigeance qui est manifestée par les pays occidentaux sur l'application des règles de droit, ils ne l'avaient absolument pas mise en œuvre sur d'autres théâtres d'opération et dans les populations. Tous les contacts qu'on peut avoir, on a des amis un peu de partout, on téléphone, on reçoit des messages. Ils disent, mais s'il y avait eu la même chose pour nous, on n'en serait peut-être pas là. Et la liste, elle est longue, depuis le Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak, le Je Chili, vous le fais pas dire. et oui, la Libye, la Syrie. Et on en passe. Donc, ma foi, qu'il y ait une certaine prise de conscience là-dessus, ça sera pas si mal que ça. Oui, alors j'espère que le conflit en Ukraine va éveiller certaines consciences et je reviens vers vous, Monsieur Thierry Coville. Les ministres des Affaires étrangères allemands et britanniques ont estimé que personne ne devrait aller exploiter ces négociations, c'est-à-dire celles du nucléaire, afin d'obtenir des garanties qui n'ont rien à voir avec cet accord. Que pensez-vous de cette déclaration et est-ce que cette règle s'applique à tout le monde ou est-ce que on peut dire que ça a été écorché à plusieurs reprises puisque on considère que les Russes ont plus ou moins enfreint ces règles? Oui, alors c'est une bonne question. Alors, effectivement, aujourd'hui, on va dire celui qui joue sur cette déclaration s'adresse aux Russes parce que comme je vous dis, les faits sont assez clairs. Hein. On était près d'un accord. Et donc, effectivement, la demande russe d'inclure, surtout par écrit, hein, dans cet accord, des garanties que son commerce avec l'Iran ne sera pas affecté par les sanctions qui sont votées actuellement contre la Russie, a tout fait capoter. Mais on peut rappeler quand même que c'est pas les Russes qui font qu'on est c'est pas à cause des Russes qu'on est en train de renégocier le retour des États-Unis dans l'accord. Pourquoi Trump est-il sorti d'un accord en mai 2018, quand même, peut-être le rappeler, que l'Iran respectait parfaitement. Cet accord avait été validé par une résolution des Nations Unies. L'Iran le respectait parfaitement. Le programme nucléaire, c'était un des plus contrôlés parmi les signataires au traité de non-prolifération par les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et Trump en sort de l'accord sans raison. Donc c'est vrai que c'est toujours facile de dire que c'est tout d'un coup les Russes qui ne respectent pas le droit international, mais par rapport à cette question des négociations sur le nucléaire iranien, la question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, pourquoi Trump avait-il besoin, enfin on le sait pourquoi il a fait ça, hein, c'était pas à cause de questions nucléaires iraniennes, c'était parce qu'il voulait détruire l'héritage d'Obama, l'héritage d'Obama. Il y avait un lobbying d'Israël et de l'Arabie Saoudite qui était contre cet accord, mais je veux dire, si les États-Unis n'étaient pas sortis de l'accord en mai 2018, on ne serait pas en train de renégocier, hein, que de temps perdu, que de souffrance pour la population iranienne. On ne serait pas en train de renégocier un retour des États-Unis dans l'accord aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Thierry Coville, pour tout cet éclairage. Et je me tourne vers vous, Monsieur Gilles Devert, peut-être pour une dernière question, vu qu'on est pris un peu par le temps. Aujourd'hui, je dirais, l'OTAN fête son 70e anniversaire. Donc, c'est une bonne opportunité pour revenir sur le parcours de cette alliance. Où en est cette alliance aujourd'hui? Et est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur Gilles Devert, réellement qu'avec cette crise ukrainienne et ce conflit armé en Ukraine et sur une terre ukraine, est-ce que l'Europe ne gagnerait-elle pas réellement à s'émanciper de toute cette emprise de l'OTAN comme l'a fait par le passé le président français Charles de Gaulle? Oui, l'Europe, c'est une idée, c'est un message très fort. Ce sont des pays qui ont des grandes histoires et ça réunit des gens qui aiment bien vivre ensemble. Donc l'Europe, oui, c'est quelque chose. Maintenant, au niveau des institutions, je pense qu'il ne faut pas rêver. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de traité international pour mettre en place une politique de défense. Donc de temps en temps, on dit aux dirigeants, bah, vous êtes pusillanime, vous ne faites rien du tout. Mais si en droit international, si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas faire. Et ensuite, est-ce que
alors que tout passe par la souveraineté des États, est-ce qu'il est opportun d'entrer dans une Europe de la défense? Voilà, ce sont des débats considérables et l'idée d'une défense nationale assise sur la souveraineté, avec peut-être le retour à la conscription, en tout cas avec vraiment une armée nationale et puis de la coopération, c'est certainement un bon modèle. Ensuite, ce qui fait que pour ce qui est de l'Europe de la défense, je dirais on verra, mais il faut certainement pas bousculer les événements. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, vis-à-vis de l'OTAN, la France en particulier avait un certain point de vue. Et elle a toujours été partie de l'Alliance. Mais il y a deux choses qui ne vont pas. La première, c'est le commandement militaire. Et De Gaulle s'était retiré du commandement militaire. Il s'est pas retiré de l'OTAN, c'était retiré du commandement militaire. Et Sarkozy est revenu dans le commandement militaire, parce que le commandement militaire est fait par les États-Unis, et avec une logique qui est de laisser toujours que ce soit un responsable des États-Unis qui dirige les opérations militaires de l'Union en OTAN. Et que par ailleurs, les nouvelles adhésions se font avec l'installation le message de base. est passé, Monsieur Gilles Devers. Nous avons donc l'impératif du temps. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, d'avoir bien voulu répondre à notre question et nos questions de manière générale. Je rappelle que vous êtes Monsieur Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon et fervent défenseur des droits des Sahraouis. Je remercie également à partir du téléphone notre invité Thierry Coville, qui est chercheur à l'IRIS et également il est spécialiste de la question iranienne. Messieurs, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, ainsi se termine notre émission. Je vous remercie de nous avoir prêté attention. Tout de suite, le journal de 19h, il vous sera présenté par Fatma Mhenni.